Bonjour, content de vous retrouver pour Dimanche en politique à une semaine du premier tour de la primaire de la gauche. Nous allons contribuer à ce débat. Une primaire unique dans la Ve République puisque le PS se l'est imposé après 5 ans de pouvoir. 7 candidats, vous le voyez, candidates en lice. Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Benamias et Vincent Peillon. Et 3 candidats socialistes sont représentés sur ce plateau. Bonjour Philippe Baumel. Bonjour. Vous êtes député de Saône-et-Loire, très proche d'Arnaud Montebourg, on peut le dire, et vous faites partie de son équipe de campagne. Bonjour Michel Nognaud. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du Conseil régional. Vous dirigez en Côte d'Or la campagne de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, dans cette primaire. Et on doit rajouter qu'on vous remercie parce que vous remplacez au pied levé Laurent Grand-Guillaume, fauché par la grippe. Et Pierre Grosset, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional. Vous avez choisi de soutenir Benoît Hamon dans cette primaire. Oui. Signalons que vous n'appartenez pas à un parti politique, ce qui n'est pas forcément fréquent dans cette primaire de la gauche. Rajoutons que, comme pour la primaire de droite, nous avions souhaité 4 candidats sur ce plateau. Nous avons proposé au soutien de Vincent Peillon de participer à ce débat, mais aucun élu de la région n'a accepté. Un débat diffusé en simultané sur Facebook, sur la page de France 3 Bourgogne, où vous pouvez intervenir et commenter. Même chose sur Twitter avec le hashtag #DimPolBourgogne. Je le disais pour commenter, c'est une première dans la Ve République. Un parti qui s'impose une primaire après 5 ans de pouvoir. Alors, on parle de primaire de désignation, mais Philippe Baumel, certains parlent aussi de primaire de destitution. Est-ce que c'est ce qui s'est passé finalement? Le président ne se représente pas, cette primaire l'a destitué. Je ne crois pas, parce que la décision de retrait du président de la République a été prise avant que s'enclenche le processus des primaires. Et le président lui-même, d'ailleurs, avait accepté la logique. Donc je pense que tout ça n'a pas grand-chose à voir. Je rappelle en plus que c'est certes, la circonstance est unique, mais c'est la deuxième fois que nous organisons une primaire, et c'est même à gauche que l'on a inventé la primaire. Donc je pense qu'en vérité, bis repetita placent d'une certaine façon, et qu'en vérité, on est dans un processus maintenant bien installé, dont Arnaud Montebourg a été d'ailleurs l'initiateur. Ouais, enfin, en même temps, c'est quand même une façon obliger le président qui a exercé le pouvoir 5 ans à venir d'une certaine manière remettre son titre en jeu. Oui, mais c'est une évolution aussi que nous avons tous voulu, je crois, sur tous les bancs ici rassemblés. C'est une Ve République qui doit sortir aussi d'une vision un petit peu messianique du président de la République. Et à un moment donné, eh bien, il faut pouvoir vérifier s'il est en adéquation avec sa propre famille politique et avec l'opinion publique. Michel Nognaud, désignation ou destitution? Moi, je pense que il y a eu, pendant la période qui a préparé ces primaires, un certain nombre d'attaques systématiques contre le président de la République, qui s'est trouvé, de ce fait, dans une situation où il a apprécié qu'il n'était pas en capacité d'être candidat. Je crois que c'est regrettable. Pour moi, il est nécessaire, quand on veut être candidat à la présidence de la République et qu'on sort d'une mandature de 5 ans, de répondre à 3 critères. Le premier critère, c'est d'être fier de ce que l'on a fait, même si tout n'a pas été parfait. Le deuxième critère qui est nécessaire, c'est de penser que la victoire est possible en 2017 et non pas en 2022, 2027. On va y revenir. Et le troisième critère, c'est d'être en capacité de rassembler. Et maintenant, les primaires doivent répondre à ce troisième critère, mettre tout le monde en perspective de rassembler pour gagner. On va développer ça, Michel Nognaud. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait une vision très optimiste de ça, sur le rassemblement. Pierre Grosset, c'est la même question pour commencer, effectivement. Vu du camp de Benoît Hamon, est-ce qu'il y avait la volonté, d'une certaine manière, de le sanctionner, le président de la République? Alors, moi, je n'ai pas envie de parler de sanctionner. Je voudrais parler du fait des primaires comme un esprit d'ouverture. C'est l'ouverture vers une nouvelle forme de gouvernance. Et ça a été rappelé, il y a déjà eu une primaire. C'est la ligne droite. On continue. On a ouvert avec une première primaire. On continue. Et s'il n'y avait pas eu de primaire, c'était quelque part un peu se renfermer sur soi-même. Et là, aujourd'hui, cette primaire est un signe d'ouverture. C'est un signe qui permet effectivement l'échange, la confrontation d'idées pour progresser. Et je crois que Michel Nognaud parle de rassemblement et moi je parlerai aussi de progression, d'aller un peu plus loin à gauche pour faire valoir nos idées. On va entrer sur ce qui le différencie. Oui, parce que pour se rassembler, moi je crois d'abord il faut savoir sur quoi se rassembler et sur quel corpus d'idées, sur quel type de projet on veut mener et parfois aussi faire l'analyse du bilan, procéder à un droit d'inventaire sur ce qui a été fait, ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été fait du tout. Donc je pense que les primaires, c'est salutaire. Alors vous nous amenez à la partie suivante, après cette introduction. Effectivement, dans la primaire, chaque candidat, on va dire, énumère ses propositions.
On va peut-être éviter de faire un catalogue parce qu'on sait bien que les propositions, elles sont faites aussi pour construire une image, pour placer le candidat, on va dire, sur l'échiquier politique. Est-ce qu'en ce moment, certains parlent de catalogue de mesures pour essayer de récupérer des électeurs? Est-ce que c'est ça qui se passe un petit peu, Pierre Grosset? Et je vous pose la question parce que Benoît Hamon a un nombre de mesures très à gauche. On parle beaucoup du revenu minimum, mais il n'y a pas que ça. L'aide au suicide, par exemple, la GPA qu'on trouve chez d'autres. Mais il y a beaucoup de mesures comme ça. Est-ce que le but, c'est d'essayer de récupérer, de rassembler le plus d'électeurs de la primaire? Effectivement, d'abord, le but, c'est toujours de rassembler le plus d'électeurs. Avec l'idée qu'on fait des propositions sans forcément, en sachant qu'on ne pourra peut-être pas les appliquer. Le but, c'est avant tout d'essayer de convaincre et d'amener un nouvel esprit. Et je crois que un nouvel esprit ou un esprit nouveau, et je crois que Benoît Hamon a montré déjà par son engagement, ne serait-ce que par rapport à l'économie sociale et solidaire, c'est quelque chose dont personne ne parle. La loi a permis de développer l'économie sociale et solidaire. Je suis moi-même issu de cette société civile en étant dirigeant d'une SCOP et qui travaille sur l'insertion de personnes en difficulté. On va dire pour les Bourguignons qui vous connaissent moins que vous avez même travaillé avec Benoît Hamon sur l'économie sociale et solidaire. J'ai travaillé avec Benoît Hamon sur les... Voilà. Mais c'est une loi qui permet effectivement de considérer, au-delà de l'économie sociale, de considérer un autre type d'économie et un autre type aujourd'hui de production. Et c'est l'ensemble des mesures de Benoît Hamon est toujours un peu axé par rapport à cette différence qui est toujours liée à se dire demain quelle est la politique de choix. On pourra revenir sur le revenu universel, etc. Mais à chaque fois, c'est de se dire ouvrons des portes, ouvrons les portes, et après on verra. Mais commençons pas par dire que les choses ne sont pas possibles. Avec Benoît, c'est vraiment le champ des possibles qu'on a envie d'explorer. Alors, on a positionné Benoît Hamon sur l'échiquier. Philippe Baumel, si je vous dis Arnaud Montebourg, il essaie de développer un récit autour de l'identité aussi nationale, de l'interventionnisme économique, une forme d'euroscepticisme. Je suis bien posé en disant ça? Je crois que vous avez compris une partie du message. Oui, en effet, je pense que Montebourg essaie d'être cohérent avec ce qu'il a toujours défendu depuis une quinzaine d'années, avec une vision sur le Made in France, qu'il a tout à fait identifié par rapport à ce qu'il a fait lui aussi lorsqu'il était au gouvernement, ce qu'il avait même défendu avant. Il y a aussi toutes les thématiques liées aux institutions, à la 6e République, à la volonté de rénover en profondeur le système politique pour faire en sorte que l'abstention diminue, que les Français se sentent plus représentés. Vous savez, moi, je siège dans une Assemblée nationale où finalement, il y a à peine 60% des Français qui sont représentés. Donc c'est un système qui dysfonctionne. Donc voilà, il essaie d'être cohérent et de faire des propositions, et puis des propositions concrètes pour tous les Français. C'est-à-dire, il veut être le candidat, par exemple, de la feuille de paie, et c'est pour ça qu'il propose une baisse significative de la CSG qui permet finalement, pour tous ceux qui gagnent en dessous de 2 000 €, d'avoir un 13e mois. Voilà, c'est du concret. Michel Nuño, vous soutenez Manuel Valls, qui lui a exercé le pouvoir presque jusqu'au bout. On le situerait comment, Manuel Valls? On pourrait nous dire, on a mis Michel Nuño de l'autre côté de la table par rapport aux supporters. Il n'y a que deux tables, certes. Est-ce que c'est de gauche? Mais voilà, l'esprit de ma question, c'était est-ce que c'est de gauche? Est-ce que Manuel Valls, c'est vraiment une autre gauche que Benoît Hamon et Arnaud Montebourg? C'est en tout cas l'image qu'il essaie de donner, en disant, en opposant par exemple travail, farniente, sécurité. Oui. C'est la gauche qui a exercé le pouvoir et qui veut continuer d'exercer le pouvoir. C'est la gauche qui connaît les limites que l'on a et la difficulté qu'il y a dans un monde qui est en pleine mutation de proposer uniquement un ensemble de petites mesures sans montrer l'objectif. Ce qui a péché dans le précédent quinquennat, c'est qu'on n'a pas... Vous parlez de ce qui est en train de se terminer, précédent. Qui est en train de se terminer. L'actuel précédent. Ce qui a péché, c'est que n'ait pas eu un discours de vérité sur la situation de la France quand nous sommes arrivés. Et d'autre part, moi je suis contre le fait de proposer des mesures et d'exercer tout le débat sur les mesures présentées une à une. Ce qui compte, c'est la cohérence du projet. C'est la cohérence du projet, et le projet porté par Manuel Valls est un projet qui vise à la fois la République forte, qui est nécessaire, et puis une France plus juste. Alors, ce sont les deux piliers sur lesquels il faut
avancer. Et partir en mettant en avant telle ou telle mesure comme étant l'alpha et l'oméga de ce que l'on doit faire, à mon avis, amène des déceptions au bout du compte. C'est vrai que des déceptions, il y en a. Et on parle beaucoup de cohérence, on pourrait parler aussi d'incohérence, mais cette fois-ci du bilan. Quand on a promu des fractures majeures au sein de la gauche, comme la loi travail, comme la déchéance de nationalité, des débats sincèrement qu'on aurait pu mener tout à fait différemment, qui auraient pu donner lieu à des arbitrages consensuels, parce que dans la loi travail, par exemple, il y a des aspects que je considère comme positifs. Et j'ai pourtant été amené en tant que parlementaire à ne pas la voter, par manque de débat et par application d'un 49.3 absurde qui ne correspond plus du tout à l'attente qu'ont la majorité des Français du fonctionnement de la République. Donc tout ça, c'est l'incohérence du bilan avec un discours sucré que j'entends encore ce matin et qui malheureusement reflète par certains aspects un bilan dont nous espérions ne pas nous charger. Pierre Grosset, vous vouliez rebondir sur la loi travail, peut-être ? Rebondir à la fois sur la loi travail, mais aussi sur se dire que je partage en disant qu'il faut qu'on ait un projet plus juste et surtout un projet plus démocratique, qui prend plus en compte les desiderata, qui prend plus en compte la société civile, qui prend plus en compte les syndicats, qui prend plus en compte un certain nombre d'acteurs de la société, plus démocratique. On a parlé effectivement de la proportionnelle, on pourrait parler aussi de mesures comme, je ne vais pas revenir dessus, sur le revenu universel, parce que quelque part, ça ouvre le choix. Je reviens toujours là-dessus parce que ça me paraît important. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de se dire qu'on a besoin d'une économie qui aille en avant, qui soit plus volontaire et qui arrête de mettre des freins parce que ça ne peut pas marcher. Et je crois que les choses, il faut se dire ça. Et ce que je pourrais reprocher avant au gouvernement en place, c'est cette politique un peu de frein, de se dire c'est pas possible. Ça a manqué d'audace quelque part. Alors, on entend beaucoup de propositions dans tous les camps, un peu de choses près. Et en même temps, on a l'impression que ces propositions arrivent maintenant, alors que le Parti socialiste est au pouvoir depuis 5 ans, qu'il a surtout été au pouvoir dans les collectivités locales, régionales depuis très longtemps. Et beaucoup d'observateurs font remarquer que le logiciel à idées du PS n'a pas beaucoup bougé depuis une douzaine d'années. Il y a un paradoxe entre pas grand-chose de nouveau et puis tout qui sort maintenant. C'est quoi? C'est un but d'affichage? C'est une volonté de voir plus loin? C'est quoi? D'abord parce que je crois qu'il est difficile pour un parti au pouvoir, dans toutes les circonstances, on a déjà vécu des périodes similaires, il est difficile de remettre sans arrêt en cause l'action du gouvernement au moment et de nourrir en parallèle un débat dans le parti sur un autre logiciel. Mais quand vous étiez dans l'opposition, vous n'avez pas non plus inventé grand-chose au Parti socialiste, de nouveau. Qu'est-ce qui a été révolutionnaire en termes de société, de choses comme ça? Et tous les débats qui ont eu lieu, je me souviens par exemple du travail qui a été orchestré par Martine Aubry avant 2012 et qui a permis de développer un projet qui a été repris pour l'essentiel d'ailleurs par le candidat à la présidentielle François Hollande et qui a permis de convaincre les Français sur un autre projet de société. Sincèrement, si nous n'avions eu aucune différence avec la gestion Sarkozy, je pense que les Français n'auraient pas cherché de ce côté-là. La différence, c'est que le travail de projet, de travail d'idées, il avait été fait par le Parti socialiste. La difficulté, c'est que, en gros, depuis que Martine Aubry a quitté la rue de Solferino, le parti s'est mis en panne d'une certaine façon. Et à ce moment-là, on n'a pas pu nourrir un logiciel partagé et chacun est parti dans son écurie construire son projet. Certains s'y sont pris très tôt. Il y avait déjà du monde qui était déjà dans les écuries bien avant. Certains s'y sont pris très tôt. C'est une façon de vous répondre. Parfois, certains s'y sont pris à 15 jours. C'est vrai que c'est surprenant. Et parfois reprennent les idées des autres d'ailleurs. Mais ils ne sont pas représentés autour de cette table ici, donc j'ai du mal à les attaquer. Vous parlez de Vincent Peillon. De Vincent Peillon. On se pose tous la question de savoir qui a passé le fameux coup de fil à Neuchâtel pour livrer à Vincent Peillon cette idée lumineuse. En général, poser une question, c'est y répondre en politique. Donc je suppose que vous avez une vague idée. Oh, oui, mais enfin, je ne sais pas si c'est la bonne, donc je ne la soumettrai pas. Chacun a la sienne. Michel Neugnot, sur la nouveauté, c'est difficile pour Manuel Valls, après avoir été au pouvoir, de venir apporter. On le voit bien, par exemple, sur l'idée de la suppression du 49.3. Comment avoir appliqué le 49.3, s'en être servi pour faire passer sa politique, puis après dire qu'on va le supprimer. C'est quand même compliqué. Je pense qu'il est sur un champ difficile, Manuel Valls. Mais c'est toute la logique de la gauche qui veut gouverner dans le temps. Un certain nombre d'avancées ont été faites. C'est s'appuyer sur ces avancées, si on parle de la loi travail, le coût de personnel d'activité, la formation tout au long de la vie, la pénibilité, ce qui a été fait pour les carrières longues avec les départs en retraite plus tôt. Ce sont des avancées qui ont été faites. Et Manuel Valls,
qui a connu les difficultés pour faire ses avancées, à l'interne et à l'extérieur, sait pertinemment ce qui peut être proposé et ce vers quoi on veut aller. Il faut partir des acquis, les améliorer, corriger les trajectoires qui étaient mauvaises. Et sur le 49.3, il a pris effectivement la mesure de la division, avec une remarque toute particulière, c'est que le 49.3 était fait par rapport pour régler les problèmes avec l'opposition. Il n'était pas fait pour régler les problèmes à l'intérieur d'un parti, parce que à l'intérieur, parce qu'il n'y a pas de régulation dans la majorité. Tu le sais comme moi. À l'intérieur de toute collectivité, à commencer par la commune, la décision de groupe s'applique à tout le monde. On le sait très bien avec Pierre à la région, où nous avons des divergences entre nous sur certains points, mais la discipline de groupe s'applique toujours. C'est la première fois qu'on utilisait le 49.3 pour régler des problèmes internes. Le frondeur Philippe Baumel a envie de répondre. Oui, j'ai envie de répondre parce qu'il faut pas on va pas tourner autour du pot, se raconter des bobards quand même autour de cette table ici. Écoutez, pourquoi il y a eu fronde? Finalement, parce que contrairement à ce que dit Michel, parce que nous avons à un moment donné participé au même groupe, mais il y avait des discussions, il y avait des arbitrages, il y avait même des votes à certains moments dans le groupe auquel nous avons appartenu autrefois à la région. Sauf que à l'Assemblée nationale et au groupe socialiste, nous n'avons pas eu un seul vote interne sur la loi travail. Il n'y a jamais eu d'arbitrage interne. Ce qui a permis, évidemment, aux dissensions de se développer et ce qui a permis, le moment venu, évidemment, à certains de se poser la question en conscience de savoir si ce texte était bon pour les salariés ou pas. Et sincèrement, tel qu'il était rédigé, il ne l'était pas. Donc, il n'était même pas fidèle au mandat que nous avions reçu en 2012 de nos électeurs qui ne nous ont jamais demandé de nier la représentativité syndicale quand même dans les négociations possibles filière par filière. Donc voilà, c'était un dilemme. Moi-même, je l'ai vécu, je vous le dis, avec difficulté, parce que je suis membre du Parti socialiste depuis de longues années, je veux y être fidèle, et c'est par fidélité, justement, que j'ai fait ce choix-là. Pierre Grosset, vous vouliez rebondir? Oui, moi je voulais rebondir. Alors effectivement, je n'interviendrai pas dans le débat interne du Parti socialiste, j'en ai pas les compétences. Vous n'en êtes pas membre. Et puis je n'ai pas... Voilà. Par contre, ce qui me paraît important vis-à-vis de cette utilisation du 49.3, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas tenir compte de ce qui se passait à l'extérieur. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment, il fallait qu'il y ait un débat interne, sans doute, et aussi un débat externe, de se dire quelles sont les mesures qu'on met en place. Et tout à l'heure, je parlais de manque d'audace. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est pour moi un manque d'audace, qui était la transition écologique. La transition écologique a été lancée par le gouvernement. Ségolène Royal a essayé de mettre des choses en place. On aurait pu être beaucoup plus ambitieux là-dessus. Et si on avait été plus ambitieux, on aurait pensé autrement l'économie. Et si on avait pensé autrement l'économie, on n'aurait peut-être pas mis en place les lois du travail telles qu'elles ont été mises en place. La transition écologique, c'est un thème de Benoît Hamon dans cette campagne? Je pense que c'est un thème de Benoît Hamon parce que tout simplement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire n'importe quel type d'économie, que la croissance doit être raisonnée. Et c'est pour ça que cette croissance raisonnée, elle doit s'appuyer aussi que sur les ressources naturelles qui ne sont pas inépuisables. Elle doit aussi s'appuyer sur un autre type d'emploi. C'est de se dire à un moment comment on partage l'emploi, comment on forme les gens pour partager ces emplois. Et tout est lié. Et c'est lié à l'éducation. Comment on met plus de moyens dans l'éducation demain pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir accès à un emploi. On vient d'avoir à peu près le programme de Benoît Hamon. Juste un mot sur le travail, parce que vous vouliez rebondir, Michel Neugnot, mais puis après, on va passer au scénario quand même. Parce que... Les partis politiques sont divers, variés, les syndicats aussi. Moi, je ne voudrais pas oublier les syndicats réformistes et l'accord qu'il y avait avec eux sur la nécessité de négocier, parce que c'est ça la différence, la durée du temps de travail au plus près à la base. Et c'est là-dessus que la différence est faite. Et pour l'avenir, l'idée proposée par Manuel Valls du revenu décent est directement issue de ce syndicat réformiste. Et c'est un hommage qu'il fait par cette proposition à François Chérec, disparu récemment, ancien secrétaire de la et CFDT. qui a porté
au nom du syndicat réformiste, cette idée. Donc je ne voudrais pas qu'on passe l'ensemble du débat sur le passé. Non, sur et la loi j'aimerais travail, que on l'a déjà fait. soit sur l'avenir, sur les propositions. En même temps, on sent bien quand même dans les débats que ce qui s'est passé autour de la loi travail est une ligne de fracture majeure au sein du PS, on est d'accord. Il y en a eu d'autres. Oui. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut partir des acquis de ce gouvernement qui sont colossaux en matière de défense de la justice sociale. J'ai donné quelques exemples. Il faut s'appuyer sur l'acquis et ne pas vouloir tout jeter le bébé avec l'eau du bain, repartir à zéro, parce que ce dont nous avons besoin, c'est de stabilité dans les directions qui sont données. Nous avons remis sur les rails l'économie. La France n'est pas dans l'état où elle était il y a 5 ans. Il faut s'appuyer sur ses acquis et poursuivre. Vous vouliez rebondir, Philippe Baumel Écoutez, oui, moi quand j'entends remise sur pied l'économie, je comprends qu'effectivement, un certain nombre de gens déjà fort riches ont beaucoup plus d'argent, les inégalités se sont creusées, malheureusement nous n'avons pas résolu la difficulté du chômage, nous avons quand même un passif de ce côté-là qui est marqué, ce qui veut dire qu'il y a au bout du compte une toute petite relance avec beaucoup de cadeaux, avec le CICE, avec ces 40 milliards qui ont été accordés aux entreprises, et finalement un MEDEF qui n'a pas tenu son engagement, on n'a jamais vu le million d'emplois, et finalement avec un gouvernement qui ne lui a pas réclamé très fort non plus ce million d'emplois. Il fallait conditionner ces aides, c'est ce que l'on disait, nous, ce que l'on dit encore aujourd'hui. Certes, utiliser une politique de relance, mais en la conditionnant à la recherche, à la compétitivité, à la création d'emplois. Ça n'est pas venu. Ensuite, j'entends aussi la théorisation des fractures au sein des syndicats. Il y aurait ceux qui sont réformistes et ceux qui ne se seraient pas. Il y aurait aussi les bons socialistes et ceux qui ne seraient pas de bons socialistes. C'est une façon de théoriser la fracture au sein de la gauche pour nous mener à une vision que l'on connaît outre-Rhin. Je mets en garde contre ça quand même, parce que moi je ne crois pas aux gauches irréconciliables, je crois aux gauches qui sont capables d'innover, de travailler ensemble. Je rebondis sur ce que vous dites à propos d'irréconciliable ou de réconciliable, pour qu'on envisage un tout petit peu l'après-primaire, mais l'après-primaire il est en fait déjà à l'intérieur de la primaire maintenant. On parle de primaire de la gauche, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a des candidats, alors chacun aux extrémités de l'échiquier de la gauche qui ne sont pas dans cette primaire, ce qui est quand même très différent par rapport à 2012, en partie. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'actuellement, dans les sondages, le vainqueur potentiel de la primaire, il n'est jamais au deuxième tour de la présidentielle. Moi, j'ai envie de vous demander à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire. On le voit avec un certain nombre d'élus qui sont quand même déjà en train de partir chez d'autres candidats. Je prends un exemple pour la Bourgogne, Jean-Yves Collet, député de Lyon, qui est parti chez Emmanuel Macron il y a 2 jours. Donc, est-ce que les gens vont, en fonction des résultats de la primaire, par exemple, si Arnaud Montebourg l'emporte, est-ce que les supporters de Manuel Valls vont partir chez Emmanuel Macron? Et à l'inverse, est-ce que les supporters de Benoît Hamon ou d'Arnaud Montebourg, ils vont partir chez Jean-Luc Mélenchon si Manuel Valls gagne la primaire? Pierre Grosset, vous suivrez quelqu'un d'autre en fonction des résultats? Moi, d'abord, avant tout, je pense qu'on va suivre les projets. Effectivement, on se pliera à la discipline telle qu'elle a été mise, la discipline mise en place par les primaires, telle qu'elle a été voulue, de soutien effectivement à celui qui gagnera les primaires. Par contre, ce qu'il faudra, c'est qu'effectivement, le projet qui soit porté, et je pense par Benoît Hamon, puisse être soutenu par les autres et puis qu'on puisse s'enrichir aussi d'un certain nombre d'idées, de projets émis par... Bon, vous ne me dites pas si le cas échéant, vous pourriez faire un autre choix. Je pense que le choix qui a été fait, pas à ce que vous me disiez en même temps, qui est prôné par Benoît Hamon, c'est de suivre effectivement la décision et le vote de la primaire. De la primaire. Philippe Baumel. Après, Oui. les gens qui ont voté resteront libres. Donc il faudra les séduire. Il faudra les séduire par un programme ambitieux et que c'est pas... Voilà. Et tenir compte des idées et avoir des idées ambitieuses et de gauche. Philippe Baumel. Je rappellerai la règle, tout simplement. Tous ceux qui se sont engagés comme candidats dans les primaires, eux et leur soutien, se sont engagés aussi à soutenir le candidat qui sortira du choix fait par ceux qui auront participé à cette élection interne de la gauche. Il y a des élus qui ont des soutiens conditionnels actuellement. Je pense à Guy Ferrez dans Lyon qui parle de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron. Chaque élu peut dire ce qu'il a envie de dire. La règle des primaires, c'est ça. Ce que disent tous les leaders qui sont engagés dans les primaires, c'est qu'ils en respecteront les règles. Donc attention à
ne pas créer encore une fois davantage de confusion alors qu'il y en a déjà beaucoup à gauche, en faisant croire que ceux qui ont accepté les règles du jeu seraient les premiers finalement à s'asseoir dessus au soir du premier ou du deuxième tour. Donc on va rester calme et on va aller dans cette logique-là. Alors forcément, ce qui vient d'être dit, moi je le partage aussi, il y aura à un moment donné, notamment entre les deux tours, une volonté de synthèse qui est assez traditionnelle au sein du Parti socialiste, parce qu'il faudra à un moment donné se rapprocher, il faudra être en capacité de constituer une majorité. Michel Neugnot, si Manuel Valls ne gagne pas la primaire, est-ce qu'il y a un certain nombre de gens qui soutiennent Manuel Valls, je pense aussi aux gens qui soutiennent Vincent Peillon, qui pourraient regarder du côté de Emmanuel Macron? On va le dire dans la coulisse en ce moment, on ne parle que de ça en ce moment, dans la politique. On parle beaucoup de choses en coulisses avant que les Français qui vont venir voter aux primaires ne se soient exprimés. Et je crois que c'était pareil à droite, on parlait beaucoup de choses en coulisses et le résultat des primaires, notamment du premier tour, a remis d'équerre beaucoup de raisonnements. Et j'ai le souvenir de tous les commentateurs qui, le soir et le lendemain, disaient « Ah bah oui, ça ne pouvait pas se passer autrement », alors que 3 jours avant, ils disaient l'inverse. Nous sommes dans le débat des primaires. Je pense que le taux de participation va être déterminant dans ce qui va se passer après. Un candidat, quel qu'il soit, et il n'y a pas de petits candidats, parce que chacun est porteur d'un projet, est porteur d'idées, se différenciant des autres, mais surtout d'un corpus commun. On l'a bien vu au moment du premier débat, qui est quand même important. Donc chacun des candidats portent quelque chose d'original, mais ne sont pas sur Vous espérez du monde, vous espérez des votants, Michel Neugnot? Je pense que il nous reste 1 minute et je voudrais que tout le monde nous dise ça sur la participation. Le candidat qui sortira, ça ne sera pas la même chose s'il y a 500 000 votants, 1 million de votants, 2 millions ou plus. Vous espérez tous du monde, Philippe Baumel et Pierre Grosset. C'est effectivement l'objectif que l'on a tous au niveau de tous les candidats, c'est effectivement qu'il y ait le maximum de votants pour donner le maximum de crédibilité, à condition, et il va falloir qu'on soit tous un peu punchy pour aller séduire les gens. Moi j'ai confiance aussi parce que j'ai vu le nombre de téléspectateurs qui ont regardé le premier débat, c'est tout à fait significatif et ça montre qu'il y a une appétence aujourd'hui véritablement pour s'engager là-dessus. Ça nous fera une bonne conclusion. Je pense sur ce point qu'il faut le respect entre les candidats. Ça a été le cas au premier débat, j'espère que ça va continuer, parce que vous savez, pour être respecté, il faut être respectant, et c'est ce qu'il se passe. Alors, punchy et du respect, le deuxième débat, ce sera ce soir, je crois, à 18h30, le suivant jeudi sur France 2 à 21h. Merci à tous les trois, et restez avec nous, l'invité de Francis Letellier, maintenant dans Dimanche en politique nationale, c'est Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Bon dimanche, au revoir. Lundi, vivons au rythme